l'écran a changé quand tu fais un live sur Instagram. Bon, ça change tout le temps, ceci dit, mais l'écran a largement changé quand tu fais un live. Il vient de se prendre un peu de neige, un peu de froid. L'avantage d'avoir un hiver plutôt doux là, c'est pour les abeilles. Donc j'espère que les abeilles, on est sur une colonie qui a maintenant qui a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Et en fait, cette colonie qui a survécu à l'hiver l'année dernière, qui est en train de survivre à cet hiver pour le moment, a essaimé donc au printemps dernier, et on a réussi l'essaimage a atterri dans le jardin du voisin, et donc on a réussi en fait à récupérer l'essaim, et donc en fait on a 2 colonies maintenant qui proviennent en fait de la même. Donc j'espère qu'avec l'hiver plutôt doux, même si là cette semaine il va faire très très froid la nuit, on va tomber voilà, -20, -25 la nuit. J'espère que nos 2 colonies vont survivre à cet hiver. Ce serait vraiment fantastique. Et donc vu qu'on ne traite pas nos ruches, en plus nos abeilles, ce sera intéressant de voir si elles survivent à cette année. Ça veut dire qu'elles auront 3 ans maintenant, qu'elles vont être avec nous pendant 3 ans. Et donc on va voir un petit peu l'impact du Varroa sur nos ruches, vu qu'on a pris la décision en fait de ne pas traiter nos ruches, vu qu'on consomme le miel, et vu que c'est un peu comme la chauve-souris mal cuite en fait. Notre approche est très suédoise. C'est-à-dire qu'on se dit que, en fait, peut-être qu'il faut qu'à notre échelle, on arrête de fumiger nos abeilles et nos colonies contre le Varroa, pour peut-être que les abeilles s'en occupent elles-mêmes. On ne sait pas. C'est un gros... le Varroa, les abeilles et tout ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais quoi qu'il arrive, nous avons pris la décision de ne pas traiter pour le Varroa nos abeilles. Et donc si elles survivent à cet hiver, ça veut dire qu'on les aura avec nous pendant 3 ans. Et donc on va voir un peu si on a des signes de Varroa. Pour le moment on n'en a pas. Même si on sait parfaitement que le Varroa est dans le Montana, il est partout aujourd'hui. Mais donc voilà, il y a des écoles un petit peu différentes sur le Varroa. Beaucoup d'apiculteurs modernes, bien évidemment, traitent pour le Varroa. Et il y a quelques résistants encore à l'échelle de l'apiculture de jardin, où on n'est pas encore trop sûr. Et donc voilà, on expérimente, on prend des décisions, on expérimente. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut juste dire qu'on expérimente et qu'on essaye un petit peu de voir comment ça se passe dans notre environnement, pour nous ici dans le Montana, avec les hivers très très froids qu'on a. On va voir. C'est un sujet délicat, et je pense que ce qui est raisonnable reste ici pour nous de pouvoir prendre certaines décisions à l'échelle individuelle et de garder une certaine souveraineté par rapport à nos décisions, surtout en ce qui concerne nos jardins, notre production de la nourriture et ainsi de suite. Tous ces univers-là, j'espère qu'on va encore vivre dans des sociétés, dans un monde où on va pouvoir rester le plus souverain possible et prendre le plus de décisions personnelles et de garder le plus de liberté par rapport à nos décisions personnelles. Et donc ça inclut effectivement notre production agricole.
Oh, tu es beau, toi. Un beau Raven. C'est tout ce qu'on peut espérer. On faisait partie d'un groupe d'apiculteurs de la ville. On faisait partie d'un groupe d'apiculteurs de la ville et en fait, on s'est aperçu qu'on était les seuls. Donc un groupe d'à peu près 30 individus. Et on s'est aperçu en fait qu'on était les seuls à vouloir garder l'anonymat par rapport à l'État sur la production, sur notre production de miel. En fait, tout le monde a voté. On devait voter sur un espèce de petit projet de loi à l'échelle de l'apiculteur local pour voir si les gens voulaient qu'on soit enregistré avec l'État. L'enfer. Et en fait, sur une pièce sur un collectif d'environ 30 apiculteurs, on est les seuls à avoir voté contre l'enregistrement avec l'État en tant qu'apiculteur de jardin, quoi. Genre Nicolas Jardinier à 2-3 ruches. Qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans? Et c'est assez difficile en fait de s'apercevoir aujourd'hui que la majorité du collectif, de nos concitoyens, sont en fait dans cette dynamique étatique de l'État toujours plus gros, de l'État toujours plus puissant, de l'État toujours plus envahissant, de l'État toujours plus présent. Et c'est assez perturbant en fait. Ça, je le dis toujours et je le répète depuis 10 ans, ce qui me perturbe, c'est pas le fait que l'État s'occupe de son pouvoir et de sa survie. Je trouve ça normal, comme tout être et comme toute entité, l'État qui a sa propre conscience essaye de s'élargir, de conquérir, d'envahir, de survivre. Je trouve ça tout à fait logique et normal. Ce qui par contre m'angoisse un petit peu, me frustre beaucoup, c'est la réaction du peuple, en fait, la réaction du collectif qui vient nourrir en fait l'appétit énorme et grandissant de nos machines étatiques. Et on le voit à l'échelle, par exemple, du jardinage, du petit jardinage citoyen. Du petit jardinage citoyen, c'est que en fait on s'aperçoit que le collectif dans sa dynamique qui lui est propre est hyper étatique. Et c'est là où ça devient un petit peu décourageant en fait. Et donc on opère un espèce de repli tactique où en fait on est sorti du groupe. Donc quand on a réalisé qu'on était les seuls à s'intéresser en fait à une dynamique citoyenne qui basée sous la souveraineté, basée sous la liberté, basée sous la responsabilisation, basée sous la responsabilité, basée sur un concept qu'on appelle liberté et être adulte. On est parti du groupe. Et en fait c'est très intéressant, c'est un espèce d'isolement rétroactif, c'est-à-dire que par défaut en fait ce que je vais appeler le dernier petit village gaulois, ce que je vais appeler la dynamique Obélix et Astérix, en fait l'État, la machine et nos concitoyens nous poussent en fait au retranchement tactique, nous poussent à se séparer, à couper le cordon en fait ombilical qui nous relie à cette machine étatique, qui nous relie au collectif. Et de plus en plus en fait c'est très intéressant parce que depuis des décennies on accuse un petit peu les survivalistes d'être individualistes et de se couper un petit peu du monde, d'être réac et ainsi de suite. Alors qu'en fait, je pense que idéalement,
La mouvance survivaliste est une mouvance villageoise, communautaire, de travail d'équipe, de clan. Et en fait, c'est l'inverse. En fait, je pense que c'est le collectif et l'État qui nous poussent en fait à la... qui nous pousse à l'insurrection, qui nous pousse à la déconnexion. Et c'est pas parce que je pense que en fait le survivaliste est déconnecté, parce que je pense que c'est l'inverse. En fait, je pense que la mouvance survivaliste en général, il y a toujours des exceptions, il y a toujours du merdique et ainsi de suite, mais je pense que la mouvance survivaliste en général est une mouvance en fait qui est ultra connectée, à ses besoins personnels, qui est ultra connectée à la nature, à l'écologie, qui est ultra connectée au jardinage, à la production alimentaire, qui est ultra connectée à la technologie, qui est ultra en fait connectée à un univers qui serait en fait beaucoup plus sain et beaucoup plus stable. Et aujourd'hui, une énorme question sur la stabilité de nos sociétés. Et donc, en fait, la dynamique survivaliste propose un enracinement et la création de stabilité qui n'est pas présente aujourd'hui. Et en fait, c'est très intéressant de voir que le collectif autour de nous et la machine étatique, en fait, ne fait que de proposer de l'instabilité, de la précarité. Et donc c'est assez fascinant en fait de se retrouver à devoir nous déconnecter en fait d'un monde qui n'est pas connecté. Et en fait pour nous c'est plus en fait une histoire de reconnexion. Au final, je pense que la dynamique globale, globalisée et globalisante et justement sur une dynamique de déconnexion. Je pense que la machine étatique est déconnectée des populations, du peuple. Et ensuite, je pense qu'elle fait tout pour justement déconnecter cette population, pour que cette population soit de plus en plus dépendante de la machine étatique, de plus en plus déconnectée avec les réalités qui nous entourent, avec nos réalités physiologiques, avec nos réalités biologiques, avec nos réalités nutritionnelles, avec nos réalités sociales. Et en fait, cette machine étatique, puisque elle travaille pour elle-même, en fait, elle est sur un travail de déconnexion du peuple. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le travail du survivalisme est un travail de reconnexion. C'est se reconnecter avec certaines valeurs. C'est se reconnecter avec une certaine intention de souveraineté. C'est se reconnecter avec l'alimentaire et les réalités liées à la production alimentaire, auxquelles nous sommes totalement déconnectés aujourd'hui au travers de la production absolument débile de notre nourriture aujourd'hui, et puis bien évidemment ces centres de distribution massifs qu'on appelle hypermarchés, supermarchés, où en fait l'être humain moyen aujourd'hui n'a un contact que très limité et complètement faussé avec sa nourriture, que ce soit la viande sous packaging, sous cellophane. Et donc en fait, le survivalisme est sur cette dynamique de reconnexion avec certaines valeurs, avec certaines intentions, avec une certaine éthique, avec une certaine sobriété par rapport à nos besoins physiologiques, par rapport à nos besoins alimentaires. C'est une reconnexion avec la bienveillance, c'est une reconnexion avec le clan, c'est une reconnexion avec soi-même, c'est une reconnexion avec le social. Et au final, c'est une reconnexion en fait avec la cohérence. Je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, je pense que c'est des
c'est des décisions étatiques, mais je pense que cette déconnexion qui est en train de s'opérer à l'échelle du citoyen aujourd'hui est assez dramatique, hyper problématique bien évidemment, à une multitude d'échelles. On le voit à l'échelle ne serait-ce que psychiatrique, l'urbanisation massive des gens aujourd'hui et cette déconnexion massive aux autres, à la nature, aux animaux, à la production, qu'elle soit agricole ou énergétique ou à la fabrication, l'artisanat. Toutes ces déconnexions en fait nous prouvent aujourd'hui, elle est observable. Il y a malheureusement une projection sur notre univers psychique, sur notre univers psychologique qui est désastreuse, absolument désastreuse. Et donc il y a un manque de cohérence aujourd'hui que nous pouvons observer dans nos sociétés, puisque nous allons avoir par exemple des gens qui vont être anti-chasseurs par exemple, qui vont être même militants anti-chasseurs et ainsi de suite, mais qui vont toujours manger du poulet industriel qui a grandi sans plumes, sans ailes et sans bec dans une usine en Chine quelque part. Il y a un manque de cohérence aujourd'hui qui est flagrant en fait, qui est flagrant. Et je pense que le survivalisme et donc un retour à une certaine cohérence. J'ai des besoins parce que je suis adulte, parce que je suis responsable, parce que je suis cohérent avec moi-même et avec mon environnement, je prends des décisions immédiates, des décisions qui sont forcément basées sur la cohérence. Et qui sont forcément basés sur la reconnexion avec notre univers et notre aire de jeu. Donc voilà, j'étais en bagnole, je pensais à ça et je voulais partager ça avec vous parce que j'avais jamais réellement observé comme on peut l'observer aujourd'hui, ce jeu en fait de connexion et de déconnexion où on projette toujours en fait le collectif et la machine étatique projette toujours cette histoire de déconnexion sur l'univers survivaliste. Alors qu'en fait c'est l'inverse. En fait c'est l'inverse, c'est la machine étatique et c'est le collectif dans sa généralité qui est en fait complètement déconnecté et qui est en fait complètement incohérent. Et nous sommes en fait sur une démarche, sur une intention de reconnexion et de cohérence, de reconnexion rurale, de reconnexion ancestrale et de cohérence ancestrale. C'est nous qui sommes sur cette voie-là, c'est nous qui sommes sur cette dynamique-là. Et c'est pour ça que nous sommes un danger systémique pour la machine étatique et pour nos concitoyens. Stay safe.